aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, je vais vous offrir mes bons vœux pour 2023 en répondant au défi numéro 1 de Shoe and Flower pour ce mois de janvier. Donc je vais vous proposer aujourd'hui une petite carte de bonne année réalisée avec un tampon exclusif Shoe and Flower qui vous était offert lors de leur anniversaire sur le mois de décembre. Donc on va commencer tout de suite. J'ai fait une petite sélection de produits choux, voilà, par rapport à l'esprit que je voulais, coucou, par rapport à l'esprit que je voulais pour cette carte. Donc je vais travailler en base avec ce tampon, je voulais vraiment la couronne. Et puis j'ai sorti un pochoir, c'est mon pochoir préféré, vous savez, je l'utilise tout le temps, de la collection Storybook. Et puis à côté, une planche de tampon Storybook aussi, pardon, avec des textes sur les fêtes et la bonne année. Et puis juste en dessous, c'était une planche de tampon aussi de la collection Storybook, dans le même esprit en fait que la couronne, avec un oiseau aussi, puis des petits éléments. Il y a une luge aussi, mais je vais pas l'utiliser celle-ci finalement. Je vais vraiment rester sur ce tampon couronne qui est déjà bien riche en éléments. Donc voilà pour le point de départ. Vous m'avez vu avec un die, c'est un die Alexandra Ronke qui fait en fait un petit bord tout dentelé, un petit peu comme un petit feston en fait, pas forcément comme un timbre, et ça fait comme une petite gaufrette un peu, je trouve. Donc je vais l'utiliser après pour découper ma carte en fait, travailler un petit peu les bords de toute façon un peu moins rectiligne que juste le coup de massicot. Et puis du coup voilà, je faisais juste le gabarit sur le papier. J'utilise un papier que j'ai eu, alors vous voyez la marque là, je sais même pas quelle marque c'est, que j'ai eu dans un magasin de Beaux-Arts en test comme ça. Donc c'est l'occasion pour moi de le tester un petit peu, c'est du 100% coton, donc voilà, ça me va permettre de voir un petit peu ce que ça donne. J'utilise ma petite plateforme pour tamponner mon motif. Je vais travailler directement sur le papier. Je vais juste rajouter un élément après, mais toute ma scène va être faite directement sur le papier aquarelle. Donc c'est pour ça que j'utilise ma petite plateforme de tamponnage. C'est pour assurer un petit peu les arrières. Si jamais mon tamponnage n'est pas nickel, je peux retamponner au même endroit. Donc voilà, bon ça c'est plutôt bien fait. Donc voilà pour ça, mon point de départ, je m'organise, j'ai sorti mes pinceaux, donc ce sont des Black Velvet, vous avez l'habitude maintenant de me voir travailler avec, et j'ai donc mes deux petites palettes d'aquarelle à côté, toujours les aquarelles Isaro, je vous le répète, vous les trouvez chez Shoe and Flower maintenant, sur leur boutique en ligne, et puis là en fait l'une de mes nouvelles couleurs c'est le vert scintillant. Je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est en fait, c'est pas vraiment une couleur verte, c'est un gris avec un gris irisé et les petites paillettes sont légèrement vertes. Donc c'est un vert scintillant mais qui est un gris vert vraiment. Hein. Faut pas s'attendre à une couleur verte. Et en fait, il y a plus des reflets verts finalement. C'est pas vraiment une aquarelle verte. Et qui me sert en fait pour travailler mon fond. Donc du coup, j'aime bien travailler mes fonds avec des couleurs un peu neutres. Et en fait, celle-ci, elle est intéressante parce que c'est un gris, mais pas que du gris. Voilà, il y a une petite couleur un petit peu subtile. Donc ça, c'est pour le contour. Donc j'y vais progressivement. Si j'ai des taches, des effets de texture, des marques sur mon papier, c'est pas grave. Je cherche pas à avoir quelque chose d'uniforme non plus. Et puis ce papier-là, en fait, il est très efficace pour les retraits. Et même quand l'aquarelle a tendance à sécher un petit peu, on peut revenir avec un pinceau et reflouter un petit peu la démarcation. C'est assez surprenant d'ailleurs, sans créer pour autant d'auréoles. Alors ça, il faut gérer un peu l'eau quand même, parce qu'il faut pas retravailler avec un pinceau trop chargé en eau, mais il est assez surprenant, plutôt intéressant d'ailleurs, justement parce qu'il permet les retouches très très facilement sans créer en fait plus d'auréoles, parce que c'est souvent le problème dans les papiers cellulose, comme le papier Montval par exemple, qui est en cellulose. Il est fait pour les retraits. Il a une particularité ce papier-là, mais en fait il faut très très bien doser, puisqu'on retire les pigments très très facilement et ça peut provoquer des taches. À l'inverse, celui-ci n'en fait pas. Et par contre, quand on absorbe les pigments, mais par exemple avec un essuie-tout, ça absorbe énormément. Donc voilà. Mais plutôt
plutôt intéressant, particulier, on va dire, ce papier. Il n'est pas très blanc, il est un petit peu crème celui-ci. Donc ça c'est pour mon fond. Ensuite, je travaille les feuillages. Donc je pars sur un combo de vert et de orange. Donc je vais travailler un vert un peu bleuté. Donc je travaille avec le vert Norman d'Isaro et je le désature avec un petit peu de Grit Paint. Donc ce sont que des couleurs Isaro ici que vous avez, hein, que je désature avec un petit peu de Grit Paint pour avoir ce côté vert bleuté. Alors le Grit Paint d'Isaro, vu que ça fait pas longtemps que je l'ai, c'est un vrai gris. Il n'est pas très bleuté. Le Grit Paint de Winsor & Newton, par exemple, est très très bleu. On se rapproche presque de l'indigo. Celui-ci est un vrai gris. Donc moi j'aime bien un gris froid. Et du coup, vous savez, dans mes couleurs neutres, j'ai toujours un sépia pour avoir un neutre marron et un Grit Paint pour avoir un neutre gris. Et alors un côté froid avec le Grit Paint et un côté plus chaud avec le sépia. Alors, donc du coup, voilà pour le mélange de couleurs. Et ensuite, c'est un petit peu comme d'habitude. Je travaille sur une base plutôt claire au début sur mes feuilles. Et je viens foncer la base des feuilles avec un mélange un peu moins dilué dans une première étape. Et ensuite, je reviens carrément avec le Grit Paint, avec la pointe du pinceau, pour apporter juste une pointe à la base des feuilles et que ça se diffuse comme ça tout doucement. Donc ça, c'est pour les feuilles. Elles sont toutes d'un même type en fait. Donc ce sont les mêmes types de feuilles, mais c'est juste la taille qui change. Donc je les travaille dans le même combo couleur, celle-ci. Et puis là, je travaille en fait les petites boules comme ça. Donc là, c'est là où j'utilise mon orange. Donc j'ai pas de orange chez Isaro, je vous le redis. Par contre, j'ai un rouge et un jaune. Donc j'ai utilisé le rouge de Pierrol avec le jaune clair Isaro. Et j'ai ajouté un petit peu de poussière d'étoile aussi, qui est un doré plutôt doux, pour apporter un petit peu de bling bling à mon mélange, mais tout en subtilité parce que les paillettes sont extrêmement fines. Donc voilà. Et alors là, le secret, c'est de... Enfin, le secret. Si, dans les questions qui reviennent le plus, certaines me disent « Oh, moi, je sais pas pourquoi, mais mes aquarelles, elles font toujours fades. » Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que vous diluez trop et que du coup, en fait, vous n'apportez pas assez de pigments. La deuxième, c'est qu'il vous manque des couches. On intensifie l'aquarelle au fur et à mesure. Quand vous mettez un premier passage d'aquarelle, vous avez l'impression, quand l'aquarelle est humide, d'avoir un niveau de luminosité qui est plutôt bon, mais quand l'aquarelle sèche, il y a toujours une tonalité ou deux tonalités en dessous. L'aquarelle s'éclaircit un petit peu et s'affadit un petit peu aussi. Donc, si vous faites qu'une seule couche et si dès le départ, vous ne travaillez pas déjà les contrastes, si vous ne gérez pas forcément bien tout de suite en fait les zones foncées et les zones plus claires, votre aquarelle en séchant va s'éclaircir et si vous laissez qu'une seule couche, elle va rester comme ça plutôt fade. Alors, ça peut être fade ou ça peut être doux, hein. C'est pas parce que il y a certaines aquarellistes qui travaillent dans un style toujours très léger avec des couleurs très douces. Donc, mais pour autant, il y a un intérêt quand on regarde la réalisation. Quand je parle de fadeur, si ça se dit, j'ai un doute, quand ça paraît trop fade, c'est qu'il y a un équilibre qui s'est pas fait dans le choix des couleurs ou dans l'harmonie. Donc pour régler ce problème-là, il faut faire plusieurs couches. Donc il faut bien attendre que l'aquarelle sèche. C'est pour ça que moi, vous me voyez souvent utiliser le heat gun. Et puis j'hésite pas en fait à refaire des couches. Donc si vous voulez tester, vous faites un motif de tampon en test, un motif de tampon. Mettons, vous faites trois fois le même tampon sur une chute de papier. Vous passez un premier passage avec une aquarelle très diluée sur les 3 motifs. Ensuite, vous laissez sécher. Le premier motif, vous laissez tel quel. Le deuxième motif, vous mettez une deuxième couche. Pareil sur le troisième motif. Vous laissez sécher. Et ensuite, vous laissez le deuxième motif comme ça. Et le troisième motif, vous y rajoutez une troisième couche. Et vous allez voir en fait l'intensité. Et à quel moment en fait l'intensité vous convient. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça marche. Hein, ça c'est un bon exercice à faire. Je parle pas non plus du travail d'ombre, du jeu de contraste et sous, c'est vraiment un aplat de couleurs. Très dilué, et ensuite vous mettez 2 couches, 3 couches et vous voyez ce que ça donne. Et ensuite vous pouvez faire un mélange moyen, donc moyennement dilué, et vous faites la même chose
mélange moyennement dilué sur le premier, enfin sur les 3 motifs. Ensuite, le premier, vous le laissez comme ça. Le deuxième motif, vous mettez une deuxième couche. Pareil pour le troisième. Le deuxième motif, vous laissez. Et sur le troisième motif, vous mettez une troisième couche. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est des petits exercices qui sont très 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 formateurs à faire. Et ça vous permet de comprendre comment l'aquarelle réagit. Et vous permettre de comprendre aussi les histoires de lumière et d'intensité dans les couleurs. Alors, j'ai fait mon petit travail de mise en couleur sur ma couronne. Pour les fleurettes, c'est exactement la même chose que pour le orange, si ce n'est que je l'ai beaucoup plus dilué. C'est tout, mais autrement, on est dans les mêmes teintes. Et ensuite, les petites baies, c'est pareil, j'ai mis un tout petit peu plus de rouge dedans pour rester dans le même combo couleur, mais avoir une tonalité un petit peu différente. Mais autrement, c'est exactement la même chose. Là, je suis en train de travailler l'oiseau. Donc, c'est l'oiseau de la même planche de tampon que je travaille à part parce que je vais venir le coller par-dessus sur la couronne. Et là, en fait, je vous montre un petit exercice qui est un petit peu délicat, qui demande un petit peu de pratique. C'est quand on veut faire, en fait, une mise en couleur avec 2 couleurs qui sont opposées dans le cercle chromatique. Le problème, c'est que quand on veut faire, mettons, là, c'est comme si j'étais dans les rouges et dans les verts. Si je mélange mon rouge avec mon vert, je vais avoir en fait un marron à la fin, parce que je vais récupérer le vert, c'est le bleu et le jaune, et le rouge, c'est la 3e couleur primaire. Quand on mélange les 3 couleurs primaires ensemble, on obtient du marron. Donc, le risque, c'est que quand la couleur verte va manger dans la couleur qui... Alors là, c'est pas vraiment du rouge, mais c'est du rose. Quand le vert va manger dans le rose, on va avoir le moment où les 2 couleurs vont fuser, en fait, on va créer une couleur intermédiaire au milieu qui va pas forcément être très terrible. Alors là, comme je suis pas sur un vrai vert et un vrai rouge, la transition peut se faire plutôt pas mal quand même. Mais c'est un petit peu délicat cet exercice. Alors le truc pour réussir ça, il faut essayer de contrôler cette fameuse transition entre les 2 couleurs. Donc pour ça, on commence par l'une des 2 couleurs. Et ensuite, on va l'arrêter à un moment et on va venir flouter pour avoir presque le blanc, en fait, avec un pinceau, pour avoir presque un détail du motif, en fait, qui soit vraiment blanc. Et avec un petit peu d'eau pour que ce soit un petit peu mouillé. Et on fait la même chose de l'autre côté du tampon, avec la couleur opposée. Donc là, avec mon vert, je suis venue, par exemple, pour le ventre, en fait, de l'oiseau, je suis venue dans le bas, j'ai mis ma couleur verte, j'ai étiré un tout petit peu et ensuite j'ai laissé le vert en fait fuser comme ça. Et comme j'avais une partie qui était claire et qui était en fait avec de l'eau, ça a éclairci mon vert. Le orangé là s'est éclairci aussi. Et du coup la zone de transition est beaucoup plus douce. C'est assez technique ce que je suis en train de vous expliquer. J'espère que je suis claire quand je vous le dis. Vous me voyez avec mes gestes. J'ai essayé de ralentir un peu cette partie d'ailleurs. Je suis pas en temps réel mais je suis pas très loin pour que vous ayez le temps un petit peu de voir les gestes. Donc vous voyez, je commence par mettons, si je faisais ça sur un rectangle, je commence le haut du rectangle avec une couleur. Au centre du rectangle, c'est de l'eau. Et en fait, le bas du rectangle, c'est, mettons, mon vert. Et j'étire comme ça un petit peu et j'essaye de contrôler la zone de transition. J'ai fait ça pour le corps de l'oiseau, le ventre est vert, et ensuite pour les ailes et la queue, je suis allée à l'inverse en termes de positionnement de mes couleurs, mais la méthode est exactement la même. J'ai mis le vert plutôt en haut parce que je voulais que ça contraste avec le corps qui était déjà un petit peu pêche là, et j'ai fait le bout de l'aile plutôt pêche. Et pareil pour la queue, la base de la queue verte pour que ça ressorte bien par rapport à la pointe de l'aile qui est plutôt pêche. Et inversement, le bout de la queue plutôt clair. Donc, je fais mon travail comme ça. Je fais une première couche. Et ensuite, je reviens avec un mélange beaucoup moins dilué. Donc, c'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour travailler en fait la couronne, hein, juste en dessous. Et j'essaye de revenir avec un pinceau fin. Le même mélange mais pas beaucoup dilué pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intense, et je viens travailler en fait le bout de la queue pour avoir quelque chose, travailler les détails un petit peu. Je suis revenue travailler un petit peu aussi le ventre ou le poitrail de l'oiseau avec le vert, et je suis venue travailler, est-ce que je l'ai fait là? Non, je l'ai fait après, d'ailleurs c'est une erreur. Je lui ai fait des joues en fait un petit peu plus roses à l'oiseau. Et en fait, je venais de passer avec mon crayon noir, et mon crayon noir n'est pas un crayon indélébile. Donc je pensais que j'avais terminé le travail à ce moment-là. Et c'est après que j'ai eu envie de travailler les joues. Donc du coup, ça a un petit peu fusé. Mais bon, c'est pas très très gênant, ça va pas trop gâcher le travail. Mais il aurait fallu que je fasse le crayon vraiment à la toute fin. Mais bon, là, à ce stade, je pensais avoir terminé la mise en couleur, c'est pour ça.
Donc là, je retravaille tous les détails du tampon. Alors, surtout les extérieurs, parce que ça va, quand je vais découper et détourer mon petit tamponnage, je vais avoir un trait en fait extérieur bien bien noir. Je vais venir travailler aussi la tranche de l'oiseau avec un crayon feutre noir pour renforcer, enfin supprimer tout le blanc et renforcer en fait l'ombre autour de l'oiseau. Vous allez voir que après, quand je vais coller l'oiseau sur la couronne, on va avoir l'impression en fait qu'il se détache un petit peu, sans parler du fait qu'il y aura un petit peu de volume avec l'épaisseur du papier. Et ça, c'est vraiment le fait d'avoir bien bien fait le contour de mon oiseau avec un crayon noir et également la tranche avec un feutre noir. Là, je retravaille encore un tout petit peu les contrastes parce que je trouvais pas ça assez pétant. Je trouvais que mon oiseau était un petit peu trop, justement, trop doux. Et je voulais qu'on le voit quand même un petit peu. Donc, j'ai retravaillé un tout petit peu ça. Donc j'ai travaillé les petites joues avec un mélange qui m'a servi pour faire le corps mais un petit peu moins dilué. Et puis j'ai tamponné l'oiseau pour qu'on puisse voir un tout petit peu les pattes parce que j'ai pas détouré les pattes, elles étaient trop fines. Donc j'ai tamponné l'oiseau et ensuite quand j'ai détouré l'oiseau, j'ai pas donc détouré les pattes et j'ai collé l'oiseau dessus. Du coup, on voit les petites pattes en fait sur les feuilles juste en dessous. J'ai travaillé l'extérieur de ma carte avec un pochoir justement Storybook et une encre Distress Ink cette fois et pas Distress Oxide. C'est la version Weatherwood. Vous savez, c'est une encre que j'aime beaucoup pour travailler des scènes hivernales, surtout pour rehausser le gris. Pourquoi j'utilise la version Ink? Parce que les oxydes, quelquefois, le côté crayeux me dérange, même à sec, puisque dans le temps, en fait, ça a tendance à blanchir, l'oxyde s'oxyde, justement, avec le temps, et du coup, on a souvent une couleur qui change un petit peu et qui devient un petit peu blanchâtre. Et du coup, c'est pour ça que j'utilise ici de la version Ink, puisqu'on a vraiment de l'encre aquarellable en pad, en fait, et on n'a pas ce souci. Par contre, il y a une petite différence de teinte. Alors peut-être pas sur toutes les couleurs, mais je pense majoritairement quand même. On a une différence de teinte entre la version Ink et la version Oxyde. Donc il faut juste tester ça un petit peu sur un papier. Là, la version Ink, elle est un peu bleue, elle est plus bleutée en fait que la version Oxyde. Mais j'ai déchargé mon petit pinceau sur le papier brouillon que vous voyez là à côté de moi. Et du coup, ça m'a permis d'atténuer la couleur et de gérer, doser un petit peu plus. J'avais protégé le centre de ma couronne avant de me faire des gouttes de Posca blanc pour éviter justement de... Je voulais pas tacher la partie centrale et je voulais vraiment me faire un contour en fait et pour refaire sortir un petit peu la composition centrale. Les gouttes de Posca blanc, je vous le redis, on me demande beaucoup, mais comment tu fais pour faire des gouttes? Parce que moi, quand je le fais, il n'y a pas d'acrylique, en fait, les gouttes ne sortent pas. Il faut utiliser un gros Posca blanc, donc moi, c'est le 5 PCM que j'utilise. Il faut bien pomper la mine pour que l'acrylique descende. Il faut que quand vous pompiez sur un petit morceau de brouillon, il faut que vous ayez vraiment l'acrylique qui sorte et qui vous fasse déjà une petite goutte. Et ensuite, moi, j'utilise une grosse paire de ciseaux et je tape fort, mais vraiment fort, pour faire sortir en fait l'acrylique et me faire les gouttes. Donc il faut y aller avec un geste bien franc et il n'y a pas de souci, ça vous fait bien les petites gouttes de Posca. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai pas encore appliqué les zones de lumière aussi. Non, je vois pas le retour caméra. Si. Oui, non. Oui, décidément. J'avais découpé ma carte avec le die Alexandra Ranke. J'ai fait une autre découpe dans une chute de papier aquarelle cellulose, pas forcément de grande qualité pour me faire un fond de carte. Et j'ai travaillé les zones de blanc et les zones de lumière avec alors c'est pas un Posca ici, c'est un crayon Artistro, mais c'est exactement la même chose, pour apporter des petites touches de lumière et qu'on ait quelque chose d'un petit peu lumineux. Mon fond étant gris et étant sur toute l'intégralité de ma carte, j'ai pas laissé en fait de zone blanche. J'aurais pu créer des zones blanches, notamment à l'intérieur du cercle d'ailleurs. J'aurais pu laisser un petit peu plus de blanc. Donc du coup, j'ai rapporté un peu de lumière avec les gouttes de Posca justement et avec les zones de lumière sur les feuilles. Et le Bonne Année, donc j'ai tamponné le texte Bonne Année qui... Alors le tampon, il est prévu pour être utilisé en fait en ligne, c'est-à-dire bonne et année l'un à côté de l'autre. Moi, je l'ai tamponné en 2 fois pour me faire bonne en haut et année juste en dessous.
J'ai rattrapé un peu mon tamponnage qui était pas très net pour le A et le N avec un crayon feutre fin, enfin très très fin. Et pour faire ressortir le bonne année sur mon fond gris, j'ai mis un petit peu de feutre acrylique blanc à l'intérieur. Ah non, c'est un crayon gel, un jelly que j'ai utilisé ici. Jelly Roll, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai une pointe un petit peu plus fine pour travailler l'intérieur de mes lettres et que ça ressorte un petit peu plus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire sur cette carte. Donc voilà, encore une belle année 2023 à vous, qu'elle vous apporte joie, bonheur et puis santé bien sûr, et puis aussi beaucoup de créativité. Voilà, j'espère un peu, beaucoup, passionnément. Voilà, surtout se faire plaisir et s'octroyer des moments de détente comme ça, juste pour soi. Ça fait du bien aussi pour affronter tout le reste. Donc voilà, donc on va se retrouver encore en 2023 avec, j'espère, plein de vidéos tuto. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.